Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur. Notre gouvernement, vous le savez sans doute, avait décidé mercredi dernier un allègement du couvre-feu qui commence maintenant à minuit au lieu de 20 h et prend fin à 6 h du matin. L'une des raisons de cette mesure est la baisse continue du nombre de cas de contamination du Covid-19 après une deuxième vague brutale qui a touché de nombreux pays. Tout en réduisant la durée du couvre-feu, les autorités insistent sur la nécessité d'un respect strict des gestes barrières. C'est dans ce contexte que notre pays accueille la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans ou CAN U20. C'est la première fois que notre pays organise une compétition continentale de cette ampleur. Quelles sont les dispositions sanitaires mises en place pour garantir la réussite de cette rencontre? Nos invités à ce numéro de Zoom sur nous répondront. Il s'agit de Dr Sidi Oulzahav, directeur général de la santé au ministère de la Santé. Monsieur le directeur, bonsoir. Et monsieur Dr Moussa Abdellahi, président du comité sectoriel santé de coordination. Monsieur Moussa, bonsoir. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Zoom sur. Je vous invite à suivre ce reportage préparé par notre collègue Mamadou Gueye. La Mauritanie, comme bon nombre de pays africains, a connu deux vagues de la pandémie Covid-19. La seconde vague, compte tenu de sa brutalité avec le nombre de cas contaminés et le nombre de décès, a poussé le pouvoir public à prendre des décisions radicales. Couvre-feu, interdiction de tout rassemblement public, port du masque, distanciation dans les écoles, les mosquées, mais aussi et surtout, renforcement du dépistage. Une campagne de sensibilisation tous azimuts dans les structures administratives, à travers les médias et la société civile. La conjonction de tous ces efforts a abouti à un net recul de la pandémie en termes de contamination et de décès. Mais la victoire est loin d'être acquise sur le Covid-19. Pour pérenniser ces acquis, il faut nécessairement renforcer le dépistage et élargir à d'autres cibles. Cela est d'autant plus important que notre pays accueille actuellement le plus grand rendez-vous de la jeunesse sportive africaine. Le challenge consiste à offrir à la Gotha continentale et mondiale un espace de jeu et de rencontres aseptisées, garantir une compétition sécurisée, respectant les normes en matière de lutte contre le Covid-19, tout en laissant éclater la joie de compétir de 12 pays, d'où sortiront de grands noms de football africain et mondial. Alors aujourd'hui, la question est de savoir quels sont les enseignements qui ont été tirés de la réponse à la Covid-19? Peuvent-ils garantir le succès d'une campagne de vaccination? Enseignements qui ont sûrement permis à notre pays d'accueillir l'élite du football africain de moins de 20 ans. Donc, comme je le disais tantôt, le dernier Conseil des ministres a donc décidé une réduction des limites horaires du couvre-feu. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Merci. Cette décision vient suite au suivi rigoureux et régulier de la situation épidémiologique qui a montré une nette régression de l'ensemble des indicateurs de cette épidémie, à savoir le nombre de cas, le nombre de décès, le taux de positivité. Tous ces indicateurs ont fléchi de manière significative et durable. Et donc, c'est ça certainement qui a justifié cette décision, en dehors, bien entendu, de la situation socio-économique avec toute sa complexité. Docteur Moussa? Oui. En fait, je pense que ce que Dr Sidi vient de dire, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et je pense aussi, d'autre part, que, comme il a dit, le contexte socio-économique aussi, du moment que le climat, en fait, c'est le plan épidémiologique, je dis climat entre guillemets, c'est le climat épidémiologique
la situation épidémiologique le permettrait. Et donc je pense que c'est une décision vraiment louable, surtout qu'aussi on abrite cette édition qui est là. Elle va permettre aussi à nos hôtes de bien bénéficier en fait de bien vivre en fait leur séjour en Mauritanie. En quoi le renforcement du dépistage a-t-il pu contribuer également à la baisse de la contamination chez nous? En fait, le dépistage en soi ne contribue pas à la baisse de l'épidémie, mais plutôt contribue à son suivi, à sa surveillance. Et donc, il fallait effectivement atteindre une certaine performance de dépistage, un certain nombre de tests par jour, au-delà de 1000 tests. Et c'est ce qui a été fait. On a augmenté progressivement le nombre de tests pendant cette présente vague, jusqu'à atteindre plus de 1000 tests. Et on a maintenu cette performance pour pouvoir justement surveiller la situation et savoir si oui ou non nous sommes en train si le nombre de cas est en train de baisser. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire une évaluation de l'impact de ces mesures sur la pandémie, la situation de la pandémie chez nous? En fait, oui. Je pense, comme le DGS vient de le dire, c'est le suivi, en fait, c'est la baisse du nombre de cas. L'élément de suivi le plus approprié, en fait, c'est la recherche active de cas. Et du moment qu'il y a une baisse, comme il a dit, significative, donc ces mesures, on va dire qu'il s'agit de mesures qui ont été très bénéfiques. Et ils étaient bénéfiques pour la première vague et ils ont donné aussi leur effet à la reprise de la deuxième vague. Est-ce que l'allègement du couvre-feu peut signifier qu'on est à la fin du parcours, qu'on est loin d'une troisième vague ou d'une autre vague? Justement, non. Justement, non. En fait, en épidémiologie, il est difficile de dire exactement l'efficacité de l'intervention qu'on a entreprise parce que ça se mesure par rapport à ce qui pourrait se produire. Et donc, on a vu dans certains pays, la vague était beaucoup plus importante que chez nous. On a vu aussi que dans certains pays, la troisième vague a enchaîné avec la deuxième. Alors, aussi, on connaît que pour le moment, il n'y a pas d'autres mesures qui pourraient freiner la propagation de ce virus que les mesures qui ont été entreprises chez nous. Tout ceci nous laisse croire que les mesures qui ont été entreprises étaient efficaces et ont contribué à l'évolution de l'épidémie. Maintenant, effectivement, nous sommes arrivés à des chiffres relativement bas, mais tant que ce virus circule, nous ne sommes pas à l'abri. On doit toujours rester prudent. Et comme je viens de le dire, dans certains pays, la troisième vague a enchaîné avec la deuxième. Est-ce que ce n'est pas dû à une prise de conscience des populations si on comparait ça à la première vague? Certainement. Il y a vraiment les observations sont mitigées sur ce plan. En fait, d'une part, il y a cette prise de conscience et il y a ces comportements qui commencent à entrer dans le quotidien de certains citoyens. Mais de l'autre côté aussi, il y a aussi la fatigue. Les gens sont fatigués de porter des masques, sont fatigués, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de mener leur vie normale. Donc, d'une part, il y a un comportement en faveur de la réduction de la circulation du virus. D'autre part, ce comportement est difficile à maintenir longtemps. Donc, le résultat de ces forces est que, alhamdoulilah, nous sommes en train de sortir de la deuxième vague, mais il faut qu'on maintienne vraiment certaines mesures pour justement prévenir la troisième vague ou la reculer. Mais concrètement, qu'est-ce qui est à l'origine de la baisse des décontaminations, si je comprends bien votre analyse? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette baisse? Oui, en fait, je pense que les mesures barrières, en fait, sont certainement à la baisse de la contamination. Mais le risque, à mon avis, à ce stade, c'est aussi la troisième vague avec le nouveau, en fait, type de
coronavirus, cette nouvelle en fait, version qui est en train de se propager dans certains pays dans le monde. Les variants sud-africains, on entend parler. Oui, sud-africains, les variants brésiliens et d'autres. Et en fait, le challenge maintenant aussi, c'est d'assurer la protection de la population contre ces variants. Et donc ça aussi, comme le docteur l'a dit, c'est la recherche active des cas, en fait, et la vigilance, en fait, aussi à l'entrée des frontières et autres, qui permettra certainement de préserver, en fait, de préserver ces résultats qu'on est en train de vivre actuellement au niveau du pays. Et au niveau des frontières, quelles sont les dispositions qui ont été prises? Alors, par rapport aux frontières, nous avions un protocole qui était en vigueur par rapport à la surveillance des portes d'entrée. En fait, on exigeait une PCR effectuée pendant les dernières 24 heures avant l'arrivée sur le sol national. Et donc, à défaut de cette PCR, on faisait le test nous-mêmes ou même dans certains cas, le protocole préconise même de ne pas accueillir ceux qui n'ont pas ce test. Maintenant, avec les nouveaux variants dont a parlé Dr Moussa, alors on a... A-t-on connaissance de cas avérés de ces variants? Pas du tout pour le moment en Mauritanie. Donc avec l'apparition de ces variants, on a fait évoluer notre protocole. Maintenant, le protocole est tel que les passagers provenant des pays où ces nouveaux variants circulent au niveau communautaire, alors ces passagers... Ils sont appelés variants sud-africains, brésiliens? Oui, c'est des virus, mutants. De l'Angleterre également? Oui, donc tout pays où ce virus circule au niveau communautaire, alors on l'ajoute à la liste des pays dont les passagers doivent obligatoirement subir un confinement, comme on l'a fait au début, en début d'année, quand on confinait les passagers. Donc, il faut un confinement de combien de jours? Il faut un confinement de 14 jours. On leur fait un test à l'arrivée. Il faut un confinement de 14 jours. On refait le test et on fait des prélèvements à la recherche des variants mutants. Aux frais des passagers ou bien Bien sûr, c'est à leur charge. C'est-à-dire que le passager à l'arrivée doit identifier s'il a transité ou il vient de l'un des pays où il y a cette circulation communautaire des variants. Le passager doit, à l'entrée, identifier là où il va séjourner. Et les équipes santé assurent sa surveillance au niveau de cet endroit où il va se faire isoler. Et donc, ça, c'est à sa charge. Est-ce que nous avons les structures qu'il faut pour faire les analyses des patients avant de venir chez nous? Oui, on a la possibilité de faire le test de diagnostic qu'on utilise, le test rapide ou le test PCR. Ces tests que nous faisons ne permettent pas d'identifier les souches les nouveaux variants. Voilà, les souches. Est-ce que c'est une façon de dire que le virus en lui-même a muté? C'est une mutation du... Non? Oui, tout à fait, c'est ça. Les nouveaux variants, c'est des mutations. Et donc, on n'a pas la capacité, pour le moment, d'identifier ces virus, parce que ça, c'est une technique un peu très spécialisée. Mais là, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des échantillons des cas que nous avons, les cas graves, les cas de décès, les cas simples. On fait un échantillon et on envoie à des laboratoires régionaux pour faire ce qu'on appelle le séquençage. C'est des laboratoires qui identifient le génome, c'est-à-dire la carte génétique du virus, pour savoir est-ce que c'est un virus mutant ou c'est le virus classique. Et ça peut prendre combien de temps selon vous? Quand on envoie des prélèvements, on reçoit généralement des résultats dans la semaine. On en a déjà envoyé un premier qui nous a rassuré qu'il n'y a pas de virus mutant circulant chez nous. Et donc cette mesure qu'on a entreprise, chaque fois quand on a un passager venant de ces pays où les mutants circulent, on va lui faire un prélèvement, on va l'acheminer pour ce séquençage, pour savoir est-ce que oui ou non ce passager était porteur de cette souche mutante. D'accord. Vous avez une idée du nombre de structures d'accueil pour ces variants, bien sûr?
Non, mais généralement, ça n'est pas l'image de la situation qu'on a connue en début 2020. Parce que là, on confinait l'ensemble des passagers. Là, on cherche des passagers provenant de 4 ou 5 pays pour le moment. Oui. Et donc, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Jusqu'à présent, on n'en a pas eu. On n'en a pas eu du tout jusqu'à présent. Depuis qu'on a instauré cette mesure, on n'a jamais eu un passager provenant de ces pays. Mais la contamination est très rapide d'après ce qu'on... Oui, il paraît que la contamination par ce nouveau mutant est plus rapide. Certaines publications disent que peut-être qu'il serait plus mortel que l'ancien. Donc c'est pas sûr virus. Pour le moment, puisque nous avons tous deux dit il paraît. Oui, oui, tout à fait. On ne peut pas parler de... C'est le Covid, on parle du Covid. D'une information concrète. On parle du Covid. C'est un nouveau virus. Oui. Il est encore peu connu. Oui. Et donc l'humanité l'apprend. Et donc, ces mutants ont été déclarés et trouvés il y a juste quelques mois. Et donc, les études continuent. On n'a pas encore vraiment tous les contours de ce virus. On parle également du Covid, mais on ne peut que parler du sport, puisque notre pays, vous le savez très bien, abrite également la 22e édition de la CAN U20. D'abord, je voulais savoir quel est l'apport ou l'importance de cet événement pour un pays comme le nôtre, M. Moussa. Alors, merci beaucoup. En fait, cet événement est extrêmement important pour le nôtre parce que, d'une part, il reflète la place en fait, qui est réservée maintenant au football mauritanien sur la scène panafricaine. Parce que c'est depuis le 28 septembre 2018 qu'on a décidé, en fait, la CAN a décidé, la CAF a décidé que la 22e édition sera faite en Mauritanie. Et ça a été confirmé le 3 octobre 2018. Et donc ça, cet événement, il s'agit d'événements que notre pays l'abrite pour la première fois et c'est un événement sportif continental extrêmement important. De ce fait, le chef de l'État, c'est lui-même en fait une personne qui parraine cet événement. Et donc il y a eu un décret présidentiel qui a été fait le 6 août 2020. Et ce décret donc qui a donné les premiers contours en fait. D'abord, elle a reflété l'engagement des autorités mauritaniennes pour accompagner cet engagement. Et aussi, il a instauré les services ministériels compétents de suivre, en fait, de se préparer pour cet événement important. Il y avait comme référentiel, c'est le cahier de charges de la CAF. Donc, à partir de ce moment, le ministère de la Santé, depuis le 21 août 2020, a mis en place un comité sectoriel santé qui est chargé en fait de concevoir ou de mettre en place un plan d'accompagnement de cet événement. Donc, bien entendu, quand je dis cet événement, c'est dans un contexte Covid. Et donc, la question de Covid a été vraiment prise en charge à tous les niveaux. Sur le plan de préparation, donc nous avons commencé d'abord à faire une évaluation de nos structures sanitaires, de nos capacités à accompagner. Il y a eu des missions de prospection. À l'issue de ces missions, nous avons fait un plan définitif maintenant qui décide ce que nous souhaitons faire pour mieux répondre au cahier de charges de la CAF. Bon, je tiens dans ce sens à remercier Monsieur le ministre de la Santé, Madame la Secrétaire Générale pour leur accompagnement, leur engagement. Et d'ailleurs, bon, qui reflète l'engagement du gouvernement mauritanien. Donc, à partir de ce plan d'accompagnement, la première chose qui a été vue dans ce plan, c'est que nous avons fait un protocole sanitaire qui a été destiné aux délégations et aux équipes et surtout au staff médical aussi des délégations. Ce protocole, en fait, du début jusqu'à la fin, il insiste sur l'importance, en fait, du respect des mesures de Covid. Et de manière générale, nous avons mis en place plusieurs équipes médicales pour vraiment veiller à l'application de ces dispositifs. Parmi ces équipes, c'est le contrôle sanitaire au niveau de l'aéroport. Donc nous avons mis une équipe qui va suivre en fait tous les passagers à l'arrivée. Et chaque passager doit avoir un PCR fait dans moins de 72 heures. C'est ça la politique nationale. Et à partir de là aussi, la CAF a mis en place aussi un nouveau système qui permettra aussi, qui était un challenge pour nous, qu'on est en train de lever. Chaque joueur et le staff aussi technique de chaque équipe doivent être testés au Covid à 48 heures avant le match. Donc ça aussi, donc nous avons commencé depuis le 10 à faire le test.
Et pour le moment, il n'y a aucun problème, ça se passe très bien. Les équipes de contrôle de l'aéroport travaillent bien. Et l'équipe de prélèvement aussi, et les équipes de l'INRSP qui sont chargées de faire les analyses de ces prélèvements, ils sont en travail 24 sur 24. En plus, des équipes médicales mobilisées maintenant dans les sites d'hébergement des joueurs, au niveau des stades, et aussi dans chaque structure hospitalière concernée, nous avons déployé, il y a une équipe médico-chirurgicale qui est en garde 24 heures sur 24, qui peut prendre en charge des éventuels blessés ou des éventuelles situations sanitaires d'urgence. Et je souhaite peut-être signaler un élément important que le ministère de la Santé a organisé avant le démarrage de cette compétition. C'est l'exercice de simulation. Nous avons fait le premier exercice de simulation pour vous dire l'importance de Covid. Nous avons fait à l'aéroport, on a simulé l'arrivée de délégations et nos équipes qui étaient en train de faire la vérification de la PCR, l'isolement des gens avec des symptômes par exemple, s'il y en a, pour dire l'importance de renforcement des contrôles sanitaires au niveau des points d'entrée. Et ensuite, le deuxième exercice que nous avons fait, c'était une semaine avant la compétition, le 7 février. C'était un exercice pour simuler un blessé au niveau des stades olympiques qu'on a amené au niveau des structures hospitalières, au niveau CHN, et la prise en charge et l'accueil réserve. Dans chaque structure hospitalière, il y a un accès dédié à la CAN, avec une équipe aussi de charge dédiée à la CAN. Donc, il faut dire vraiment que c'est un élément important. Et quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ces simulations qui ont été réalisées à l'aéroport? Oui, les enseignements qu'on a pu tirer, c'est que c'est un challenge, c'est un défi que la Mauritanie, le gouvernement mauritanien a pris et qu'aussi, il va falloir vraiment relever. C'est possible que les équipes médicales, le système sanitaire mauritanien peut relever ces défis. Et là, vraiment, nous avons au deuxième jour de compétition, mais les délégations sont là depuis le 10. Et jusqu'à présent, tout se passe bien, tout événement qui présente une prise en charge. Nous supposons qu'il y a des côtés négatifs comme des côtés positifs. Oui, bien sûr. Les failles. Oui, bien sûr. Les failles, on ne peut pas organiser une compétition de telle envergure sans avoir des failles. Mais c'est des failles minimes. Je crois que l'exercice de simulation a permis vraiment de se préparer davantage à cet événement. Mais les failles restent. Pour le moment, c'est des failles insignificatives. Elles se trouvent où, par exemple? Bon, si on devait en citer une, à quel niveau? Oui, en fait, pour le moment, personnellement, je n'ai pas vu vraiment faille parce que le challenge pour nous, c'était de faire la PCR pour autant de monde et donner des résultats à 48 heures devant un match. Jusqu'à présent, nos équipes arrivent à faire ça sans problème. Bon. Donc les simulations n'ont pas permis de montrer qu'il y a des failles. Mais il paraît que vous avez autorisé, ou la fédération a autorisé 15 ou 25% du public à l'accès au stade. Excusez-moi, je pense que les matchs se joueront à huis clos. Et c'est une mesure en fait que le gouvernement mauritanien a pris et qui est louable, parce que aussi dans un contexte Covid comme ça, malgré les dispositifs qu'on a mis en place, comme le docteur Sidi l'a dit tout à l'heure, les risques zéro n'existent pas. Et donc, d'où l'intérêt de prendre beaucoup de précautions pour essayer de vraiment faire une bonne compétition, mais sans aussi autant avoir vraiment des implications négatives sur la santé publique, surtout en termes de transmission de Covid. Et je crois que c'est le dispositif, en tout cas pour le moment, et ça marche. Et tout le monde, je vois, respecte les consignes, les mesures, et les équipes médicales sont là aussi. Et l'accompagnement, à mon avis, sur le plan préventif, en tout cas, personnellement, je n'ai pas encore détecté de problèmes. Donc, docteur Ahmed, quelle appréciation faites-vous de ces mesures et de... Alors, effectivement... Est-ce qu'il est possible de concilier ces deux impératifs? Oui, c'est indispensable. C'est indispensable de les concilier. Comme d'ailleurs, nous essayons de concilier la vie normale avec le Covid. Et donc, le sport aussi fait partie de la vie normale. Et donc, il faut l'organiser avec les mesures qu'il faut. Et ce sont ces mesures dont a parlé le docteur Moussa. Maintenant, il est très tôt encore de... Mais comment l'organiser avec un grand nombre d'invités et de participants? C'est ça la question. Oui, justement, c'est que d'abord le fait que les matchs se jouent à huis clos, que les contacts sont limités avec la population locale. Ce sont des équipes qui compétissent et dans un environnement plus ou moins isolé.
de la communauté. Donc, aussi, au sein de ces équipes, il y a un système de surveillance qui permet de tester périodiquement, avant chaque match, tous les intervenants dans le match sont testés 72 heures avant le match. Et donc, ceci, c'est un système de surveillance qui est mis en place dans cet environnement plus ou moins isolé pour nous assurer qu'il n'y ait pas de fuite éventuelle de cet environnement vers la communauté. Et je crois que pour le moment, il est un peu tôt d'évaluer, mais en tout cas, cet événement qui a commencé maintenant depuis 2 semaines, parce que les gens commencent à venir, à bouger, etc. Et donc, en tout cas, nos données des 2 dernières semaines ne montrent pas une influence négative de cet événement sur nos chiffres, sur notre courbe. Il n'y a pas de public, donc je suppose qu'il n'y a pas de contact. Oui, comme je l'ai dit, cet événement s'organise dans un climat isolé, dans un environnement isolé de la communauté. Donc, le but, c'est justement de réduire ce contact entre la population et les acteurs de cet événement pour éviter Oui, en fait, on dit que c'est vrai, c'est un événement qui se joue à huis clos, mais les délégations et les accompagnants, il y a quand même un public quand même qui est là. Et je crois que c'est compte tenu de l'ampleur de cet événement qui s'est fait dans un contexte Covid, le ministère de la Santé est en train de se préparer depuis 6 mois. Donc c'est vraiment pour vous dire l'ampleur de l'importance de cet événement pour les structures de santé. Et nous avons préparé en fait tout, même les mesures, en fait les masques, les liquides hydroalcooliques, ça aussi ça a été disponibilisé et distribué à l'équipe, à toute l'équipe. Même on a fait des blouses neuves et tout pour que, c'est-à-dire chacun a la possibilité de porter. Il est sur les blouses, toutes les EPI, les équipements de protection individuelle pour les gens qui vont passer, faire le test pour les gens et tout, sont toutes ces mesures. Vraiment, c'est une préparation importante sur le plan matériel et humain, sur le plan humain et matériel. Et ça, en fait, pour dire qu'il y a des délégations qui sont là. Et quand je dis délégation, c'est délégation il y a 12 équipes qui jouent. Il y a une délégation parfois de 60, de 40 personnes, de 50. Donc il y a un public qui est là, mais comme le docteur Sidi l'a dit, il y a le respect des mesures barrières qui a été appliqué et recommandé par le gouvernement mauritanien. Il y a aussi la disponibilité de tous les matériels nécessaires, masques, gants et autres, pour les acteurs de santé ou au besoin pour les acteurs même qui ont besoin au niveau des stades. Ça aussi, tout ça, c'est un ensemble de mesures qui permet pour le moment vraiment de maîtriser la situation. Oui, mais ces mesures, est-ce qu'elles sont valables pour les délégations également? Bien sûr. Bien sûr. Oui. C'est valable pour... Comment en fait, pourquoi l'événement se joue en huis clos, c'est pour éviter que, parce que, par exemple, dans les événements sportifs, c'est l'attroupement, c'est le public, et donc, dans ce contexte, on pourrait avoir de la transmission au sein de ce public qui est là. Et donc, comme nous disions même avant les délégations ne vont pas dans nos marchés, ils ne vont pas aller se promener en ville, ils ne sont pas confinés, donc on ne peut pas leur interdire de ne pas sortir. Oui, non, ils ne sont pas confinés, mais le risque auquel nous faisons face n'est pas tout simplement que des membres de délégation qui seraient infectés transmettent le virus aux autochtones. Ça, c'est un risque. On essaie de le réduire avec les mesures barrières que les délégations doivent observer. Mais le risque le plus important pour nous, c'est le risque de circulation au sein de notre population. Et donc, si, par exemple, on laissait des événements ouverts au public, ça va occasionner de la circulation du virus au sein même de notre population. Et donc, c'est ça. Les mesures sont destinées justement à dissuader cela. Ces mesures de prévention ne vont-elles pas rester vaines si elles ne sont pas accompagnées ou suivies par des changements de comportement? Je vais donner un exemple.
nous voyons dans les taxis, dans les moyens de transport, des passagers qui sont à 4 sans masque. Cela ne peut pas faciliter la tâche des efforts louables que le département de la santé est en train de fournir. Dans ce domaine, on ne peut pas fonctionner avec la loi du tout ou rien. N'importe quel comportement au niveau individuel, au niveau de petits groupes, contribue au résultat. N'importe quel comportement contribue au résultat dans les deux sens. Si quelques personnes portent le masque, ça va réduire la circulation du virus dans certains taux. Vous voyez? Donc, ces mesures, on ne peut pas... Au niveau de votre département, y a-t-il une stratégie pour impulser ces changements de comportement? Est-ce que... Oui, notre stratégie, c'est pas la stratégie de notre département, c'est la stratégie du gouvernement et de tous les secteurs de la population. Et donc, ce que nous sommes en train de faire actuellement en fait partie de cette stratégie. Et donc, c'est vraiment de répéter encore ces messages, appeler à entreprendre ces mesures, tout en sachant que nulle part dans le monde, on n'a jamais eu 100% de respect de ces mesures. Et d'ailleurs, c'est impossible, c'est utopique de chercher un tel résultat, mais il est connu que ces mesures sont efficaces, et donc, en fonction de la couverture, du respect de ces mesures, on aura les résultats en termes d'efficacité. Et pourtant, quand on suit un peu l'actualité à l'étranger, ailleurs, c'est pratiquement le tout ou rien. Est-ce que ce qui est valable pour les Occidentaux ne l'est pas pour nous? Ou est-ce que c'est une question d'habitude? Bon, en fait, moi je vais revenir quand même. Non, c'est vrai. En fait, moi je crois qu'on était en train de parler du contexte de l'organisation de cet événement sportif. Ouais. Moi je crois qu'ici, les règles, à mon avis, sont classiques en fait. C'est au niveau de points d'entrée, le renforcement de la vigilance au niveau de points d'entrée. Ensuite, chaque fois, quand les gens arrivent, il y a déjà, le ministère de la Santé a mis en place un guide d'information avec un protocole sur comment tout va se passer. Et avec des informations adressées à l'ensemble des délégations, les incitant sur la nécessité de respecter les mesures barrières de lutte contre le Covid. L'autre élément, à mon avis, c'est la disponibilisation des outils pour ça. Les masques, les gants, et aussi les liquides hydroalcooliques partout. Ici, j'ai eu la chance de participer à Marche de l'ouverture et je tiens ici à remercier les délégations participantes à cet événement. Ils ont tout le monde respecte ces mesures qui ont été recommandées par le gouvernement mauritanien. Et ça aussi, c'est un élément important qui va vraiment jouer, qui va être un élément essentiel de la prévention pour prévenir la propagation de cette pandémie. Et au niveau des sites d'hébergement des joueurs, il y a aussi, les gens respectent les mesures, les masques, les gens, et le port de masques. Ils savent que c'est obligatoire sur le territoire et les gens le portent. Et aussi, nous avons nos équipes de surveillance et nos équipes médicales qui sont au niveau des sites d'hébergement, qui dispensent aussi, qui donnent les conseils et qui orientent les gens. L'autre élément que moi j'ai constaté depuis hier, c'est la mobilisation de la société civile nationale pour vraiment partout. Parce que j'ai vu que dans tous les quartiers de Nouakchott, la société civile est mobilisée pour faire vraiment une très grande sensibilisation. La sensibilisation est un facteur de baisse du taux de contamination. Ils sont en train de le faire. Et surtout au niveau des lieux de concentration. Là où il y a les marchés, vraiment ils sont en train de travailler depuis hier avec un travail vraiment qui est, à mon avis, formidable. J'ai eu les images aujourd'hui et tout. Et tout ça, c'est un ensemble. En fait, en plus, le travail que vous êtes en train de faire à la télévision aussi, les mesures, tout ça, c'est le moyen de sensibilisation qui vont permettre vraiment que la personne soit consciente des risques, qu'on veuille ou pas, Covid est toujours là, et que vraiment, comme le directeur général de la santé l'a bien dit, il y a beaucoup de mesures qui ont été faites, il y a une baisse, mais aussi c'est l'occasion pour demander à la population de rester vigilante et de continuer à appliquer les gestes barrières. Docteur, est-ce que ce discours rassurant
ne peut pas être à l'origine d'un relâchement de la part de nos concitoyens, de nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Est-ce que la sensibilisation a d'ailleurs gagné en intensité et en ampleur? Alors, je ne pense pas qu'on puisse évaluer ici l'efficacité des mesures de sensibilisation, mais je sais qu'il y a... On ne peut pas les évaluer. Voilà. Vous faites un travail remarquable, bon. Mais il s'agit juste de savoir où est-ce que c'est rassurant, où est-ce que cela pourrait nous mener? Alors, justement, nous, au niveau de la santé, on ne fait que contribuer à cette campagne de sensibilisation. Et notre stratégie les dit clairement que nous ne pouvons pas nous occuper des aspects de sensibilisation. Nous avons d'autres choses à faire. Et donc, on a appelé toutes les forces vives de la nation à se lever, à mener cette campagne de sensibilisation. Comment est-elle menée sur le terrain, par exemple? Ouais. Voilà. Et donc, nous, on n'a pas ni le temps, ni les ressources humaines, ni l'expertise pour mener une campagne de sensibilisation de ce genre. Alors, on sait que plusieurs acteurs jouent un rôle important dans cette sensibilisation. On voit des ONG, dans les différents secteurs, chacun à son niveau organise des activités de sensibilisation. Maintenant, comme j'ai dit, tout ceci s'apprécie en fonction, c'est-à-dire que si on imagine, par exemple, si on n'avait pas fait de sensibilisation, qu'est-ce qui allait se passer? En tout cas, une chose est claire, et que ces mesures que nous sommes en train de promouvoir par cette campagne de sensibilisation sont pour le moment les seules mesures de prévention efficaces contre le Covid. Nous savons que quand on regarde globalement, on sait qu'il y a des individus, des groupes qui respectent plus ou moins ces mesures. D'autres les respectent moins, d'autres ne les respectent pas du tout. Mais c'est comme ça. Et donc, ceci toujours contribue à réduire la propagation du virus. Et donc, notre discours aujourd'hui n'est pas un discours pour rassurer les gens qu'il n'y a plus de risque. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout le message. Nous avons tout simplement fait l'observation. C'est-à-dire, on observe les chiffres qu'on partage avec tout le monde tous les jours. Et donc, on les observe comme tout le monde. Et donc, ces chiffres nous disent qu'effectivement, il y a moins de contamination actuellement. Ça veut dire qu'il y a moins de circulation du virus. Certainement sûr que ces mesures ont contribué à cela, mais aussi, il y a l'allure tout à fait naturelle de toute épidémie. C'est que toute épidémie va monter jusqu'à atteindre un certain niveau et puis descendre aussi. Mais comme j'ai dit, on a vu des flambées qui ont duré plus longtemps. On a vu des flambées qui se sont enchaînées, des vagues qui se sont enchaînées, ce qui ne s'est pas produit chez nous. Heureusement, fort heureusement. Mais nous le savons, l'État a quand même disponibilisé d'immenses moyens financiers pour la sensibilisation. Et est-ce que la société civile a été mise à profit pour contribuer, et quelle a été sa contribution, par exemple? En tout cas, moi, ce que j'ai observé comme citoyen, comme tout autre citoyen, parce que j'apprécie juste Oui, mais votre département doit aussi associer un peu la société civile à ce qui se fait sur le terrain, je pense. Ce n'est pas à nous d'associer ou ne pas associer. Nous n'avons pas... cette campagne les autres démembrements de l'État, le ministère de l'Intérieur, cette campagne de sensibilisation n'est pas coordonnée par le ministère de la Santé. Elle n'est pas coordonnée par le ministère de la Santé. Mais ce que nous observons, c'est qu'il y a une multitude d'organisations de la société civile qui ont reproduit des supports, des outils, des messages, des vidéos, des audios, qui ont distribué cela et qui sont allés dans les quartiers, dans les villes, dans les villages pour informer, pour parler du Covid. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Allez-y. Oui. Moi, je pense que c'est vrai que, comme le directeur général l'a dit,
Si on prend par exemple l'évolution de l'épidémie en Mauritanie par rapport avec le contexte dans d'autres régions, moi j'allais dire que vraiment, nous c'est en mars en réalité, mais avant même le démarrage de cette épidémie en mars, il y a eu déjà des comités internationaux qui se réunissaient, qui suivaient l'évolution de cette épidémie. Et ça c'est aussi un élément important de sensibilisation qui a renforcé la vigilance de la surveillance et les autres systèmes pour vraiment détecter le plus rapidement possible. Et comme la DGS l'a dit, ces mesures de détection, ils ont pu détecter le premier cas Covid qui a été, c'était en mars. Et là, on a vu qu'il y a eu une paire de billes, il y a eu beaucoup de sensibilisation. Tous les secteurs du gouvernement étaient vraiment mis au profit pour sensibiliser, y compris le ministère de la Santé, ses équipes et tout. Et on a vu qu'il y a eu maintenant un pic, mais à un moment donné aussi, le pic a tombé. Moi, j'allais dire que vraiment, c'est aussi le fruit de cette mobilisation et cette sensibilisation qui a contribué à ça. Les gens disent qu'il y a eu un relâche aussi, il y a un deuxième pic qui a un peu commencé, mais aussi avec le commencement de ce deuxième pic, il y a eu aussi une prise de conscience aussi. Il y avait le ministère de la Santé et les autres acteurs qui ont vraiment sonné en fait la sonnette d'alarme que Covid est là, et attention, il y a une deuxième vague. Et là, comme le directeur l'a dit, nous sommes en train de vivre maintenant une baisse de nombre de cas. Donc moi, j'ai dit que la sensibilisation est un élément important, mais comme le docteur l'a dit, ce n'est pas en fait le travail seulement du ministère, c'est une conscience nationale qui devait être avec tout le monde pour accompagner. Et comme il a bien dit, je crois que les risques zéro n'existent pas. Covid est toujours là, malgré la baisse. Mais aussi, de manière générale, franchement, moi, j'allais dire que son évolution chez nous, quand même, en Mauritanie, ça va. Moi, j'allais dire que vraiment... bon, c'est vrai qu'il y a eu des décès qu'on déplore, Allah yarhamou, plus de 430 décès, mais quand même, si on le compare avec ce que Covid a fait dans le monde, vous n'oubliez pas qu'il y a eu plus de 2 millions 400 morts, et il y a eu vraiment plus de 110 millions, 109 millions de cas, et même le désastre économique et social que cette pandémie a provoqué sur le plan mondial. Mais l'évolution chez nous, ça c'est grâce vraiment au travail des systèmes de santé, aux vigilances aussi des équipes, quoi. Je pense, c'est vrai, comme le docteur l'a dit, on ne peut pas comme ça dans un truc épidémiologique tranché, mais on peut supposer que vraiment, ça c'est des éléments vraiment qui ont certainement contribué à cette situation qu'on vit aujourd'hui, quoi. Tant mieux. Certains de ceux que nous avons rencontrés en préparant cette émission se demandent pourquoi le port du masque n'est-il pas obligatoire, au moins dans les lieux publics. Bon, ça, c'est une question. C'est une question qu'il faut poser et à laquelle il faut répondre. Difficile à répondre. Est-ce que c'est pas. Certainement, je ne saurais pas répondre à cela, mais peut-être je peux moi aussi poser une question. Vous pouvez au moins donner votre avis. Voilà, que changerait. En quoi ça changerait la donne si on avait dit le port de masque est obligatoire. Comme vous le savez, les autorités ont instauré le couvre-feu. Et comme vous le savez, on a pu réduire la circulation des personnes, mais on n'a jamais... et d'ailleurs, ce n'est même pas l'objectif d'assurer que personne ne bouge, que personne ne sorte. Donc, si on prend une décision, à mon sens, on doit avoir les moyens pour l'appliquer. Si on dit que le port de masque est obligatoire, alors qui va le rendre obligatoire? Quelles sont les mesures à entreprendre si tel ou tel ne le respecte pas? Je pense que prendre des décisions de ce genre, à mon avis, ça ne changerait pas grand-chose. Vous avez l'accord du ministère de l'Intérieur, vous avez l'armée qui est à votre disposition, s'il le faut, vous avez la police, vous avez... Oui. Une mesure, il faut savoir la faire respecter quand il y va de l'intérêt général. Oui, tout à fait. C'est l'occasion de s'allier. Et même pour les cérémonies de mariage, je ne pense pas qu'on soit aussi rigoureux quand on se promène à Nouakchott ou ailleurs. Les regroupements ne sont pas... Enfin, interdits. Vous pouvez au moins donner votre avis là-dessus. Est-ce que vous aimeriez qu'on soit vraiment plus rigoureux vis-à-vis de ces décisions ou pas? Nous aimerions que nos populations soient conscientes des risques
et qu'elle adopte les comportements responsables. C'est ça ce que nous aimerions. Oui, bien sûr. Maintenant, il faut s'allier l'effort qu'ont fourni les forces de l'ordre, les forces de sécurité. Si vous vous souvenez du retard qu'a connu l'arrivée du Covid dans notre pays, ça a été un travail vraiment remarquable de ces forces armées, des autorités nationales, des populations, tout le monde. C'était un travail d'une nation. Et donc chacun a contribué. Et le rôle des forces armées était déterminant, parce que si vous vous souvenez, le problème des frontières, la surveillance des frontières, et on le disait, quelqu'un disait que même si on mobilise toutes nos forces armées, on ne peut pas, assurer la surveillance de nos frontières. Donc, et certainement, ça a dû coûter du temps, des ressources, et aussi a dû fatiguer les forces armées, cette mobilisation sur les frontières, dans les villes pour le couvre-feu, etc. Donc, je ne pense pas qu'il soit utile ni faisable de dire voilà, le port de masque est obligatoire et être derrière chaque citoyen pour voir est-ce que oui ou non il a porté son masque. Et puis au cas où il ne l'a pas porté, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pourtant, ailleurs ça marche, pourquoi pas chez nous? Non, il faut. Est-ce que c'est une question de mentalité? Non, c'est toujours comme ça, c'est que chaque nation, a sa particularité. Mais là où vous allez trouver des gens qui ont adopté ces comportements, d'autres non. Maintenant, le niveau d'atteinte de cet objectif varie d'un pays à l'autre, et ça, c'est des déterminants culturels, des déterminants aussi de prise de conscience. Parfois, c'est la peur qui joue un rôle. Donc, même la disponibilité du masque, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de facteurs, mais l'essentiel, c'est que ce genre de mesures en santé publique, l'essentiel, c'est que chaque intervention a une efficacité quelconque. Et donc, plus vous augmentez la couverture, c'est-à-dire en termes de nombre de personnes qui observent ce comportement, plus vous avez d'efficacité, moins vous avez moins d'efficacité. Mais on ne peut jamais dire que voilà, ça, on laisse, c'est inutile. Même si c'est quelques personnes, c'est 1%, 2% qui vont adopter ce comportement, c'est toujours utile. Bon, pour les hommes de terrain que vous êtes, d'expérience, quelles sont par exemple les mesures qui doivent être renforcées pour maintenir le nombre de cas à faible niveau? Alors, encore une fois, ce sont ces mesures dont on parle. Et donc, oui, c'est l'observance de ces mesures. Et bien entendu, tout en sachant qu'on parle ici d'un virus et qui a son comportement avec la population humaine. Et donc là, le Covid, c'est devenu une maladie endémique. C'est-à-dire qu'elle existe tout le temps. Tout le temps, il y a le Covid. Maintenant, comme toute maladie endémique infectieuse, elle va toujours donner des vagues. D'accord. Elle va toujours donner des vagues parce qu'elle est là et il y a des conditions climatiques, sociales, d'immunité de la population qui, quand elles se réunissent, elles permettent une circulation plus rapide, plus ample de ce virus, et donc ça donne des vagues. Ces mesures qui sont entreprises visent justement d'abord à réduire l'ampleur de la vague, c'est-à-dire le nombre de cas touchés, réduire sa durée dans le temps, réduire ses dégâts en matière de mortalité. Voilà comment vivre avec le Covid. On vit avec le Covid tout en sachant qu'il est là et qu'il va de temps en temps faire des vagues. Et donc, tant qu'il est là, il faut qu'on le surveille. Quand des vagues apparaissent, il faut qu'on les identifie, qu'on se dit là, voilà, ça commence, et qu'on prenne et on intensifie les mesures pour réduire l'ampleur de la vague, pour réduire sa durée,
et donc réduire ses donc, conséquences. si je comprends bien, on doit s'habituer à vivre avec le virus. Hein. En fait, moi, je vais revenir un peu sur le port de masque. Je crois que le port de masque, il est obligatoire dans les lieux publics. Mais en tout cas, dans les lieux publics que je visite, souvent, le port de masque, il est appliqué, que ce soit au ministère de la Santé, au niveau des banques, au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est vraiment dans les lieux de grande consommation, comme le marché, où il y a certaines qui n'appliquent pas. Mais ça, comme le docteur l'a dit, c'est avec la sensibilisation, la prise de conscience qu'on va arriver à élever ce nombre de personnes. Et je souhaite ici, en fait, faire profiter pour passer un message. Le masque, en fait, c'est bon de le porter, mais quand même, quand on porte un masque, il faut le porter, il faut qu'il couvre le nez, la bouche et les mentons. Et ça, c'est en fait une recommandation de l'OMS. Et aussi, pour les personnes âgées, je vois parfois, ils portent les masques de tous les jours, les masques anti et tout. Non, ça, c'est pour les personnes à risque, comme les personnes âgées, les personnes diabétiques, c'est les masques chirurgicaux, en fait. Parce que c'est ce genre de masque qui est approprié pour ces personnes. Et par contre, les masques de protection respiratoire, je vois certaines les utilisent en pleine ville. Ça, c'est vraiment des masques destinés au personnel médical dans les structures hospitalières et tout, quoi. Donc il est important aussi qu'avant le port de masque, que la personne lave très bien les mains, comme le premier élément de geste barrière. Et aussi, la distanciation sociale est importante. Si les gens ne portent pas le masque dans le marché, il faut qu'au moins ils arrivent à respecter les 2 mètres en fait, de distanciation sociale appropriée entre deux personnes. En fait. Tout cela, comme le docteur l'a dit, ça permet vraiment de rompre la chaîne de transmission de Covid, ça permet aussi de baisser la tension sur les structures hospitalières. Le problème d'une augmentation du nombre de cas de Covid, c'est que toutes les structures hospitalières seront vraiment surchargées par les patients Covid et il ne reste plus un soignant ou un personnel médical pour s'occuper d'autres pathologies. Et c'est ça en fait. Et comme le docteur l'a dit, actuellement, on sent vraiment une baisse de cette tension au niveau des structures hospitalières. Et que je profite de ce plateau pour vraiment féliciter la population, mais aussi pour leur demander de continuer vraiment à appliquer ces gestes vraiment qui vont permettre vraiment de maintenir une transmission en baisse en fait de Covid en Mauritanie. Tant mieux. Docteur, est-ce que le Covid de la première phase est le même Covid de la deuxième phase? En termes biologiques, oui. En termes biologiques, oui. Comme j'ai dit tantôt, les échantillons de séquençage qu'on a fait ont montré qu'on n'a pas connu un virus différent de celui qu'on a connu à la première vague. En termes épidémiologiques, oui, la deuxième vague a été beaucoup plus forte, beaucoup plus mortelle que la première. Le pic de la première vague a été atteint à 1200 cas par semaine. Celle-ci a atteint plus de 1400 cas par semaine. En termes de nombre de décès aussi, le nombre de décès est plus important cette fois-ci. Et voilà, en termes épidémiologiques, cette vague a été beaucoup plus violente que la première. D'accord. Est-ce que vous avez, à cette étape de la lutte contre le Covid, quels sont vos conseils aux Mauritaniens et à toutes les personnes qui résident chez nous? Alors, je reprends ce que disait le docteur Moussa tout à l'heure. Maintenant, nous savons que le Covid, c'est une grippe. Elle prend beaucoup de monde sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Et aussi, on sait qu'elle constitue un risque particulier chez des groupes spécifiques de population et ces groupes sont connus. Maintenant, ce que nous conseillons, c'est vraiment de protéger au maximum ces personnes. Ce sont les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, comme ceux qui ont une insuffisance rénale, ceux qui ont une insuffisance cardiaque, ceux qui sont diabétiques. Alors, donc, ces personnes, on doit les protéger particulièrement. Alors, leur protection consiste d'abord à ce que ceux qui les entourent ne soient pas infectés. Et donc, c'est pour cela que tout le monde doit observer ces mesures pour ne pas amener l'infection chez ces personnes. Mais au cas où quelqu'un serait exposé et serait infecté, alors il faut que la protection soit renforcée de ces personnes.
comme m'a dit Dr Moussa, le lavage de mains régulier, le plus souvent possible, l'utilisation de masques chirurgicaux, les masques chirurgicaux comme celui-là, son utilisation surtout auprès des personnes âgées, réduire les contacts avec les personnes âgées et les personnes malades, et observer cette distanciation et donc faire attention à ces personnes, à leurs soins, et quand elles présentent n'importe quel signe, il faut demander l'assistance médicale pour qu'on puisse vérifier est-ce que oui ou non il ne s'agit pas d'une infection Covid, et auquel cas la prendre en charge. Voilà ce que... Il faut impérativement que le masque soit chirurgical. Oui, pour ces personnes âgées, de préférence, que ce soit des masques chirurgicaux dont l'efficacité est étudiée et prouvée. Il y a des masques en tissu. Certes, elles constituent une barrière, mais nous n'avons pas de données probantes quant à leur efficacité en termes de protection. Moussa, vous avez un dernier mot également? Oui, en fait, mon dernier mot, c'est que je souhaite la bienvenue à toutes les délégations au nom du ministère de la Santé participantes à la CAN. Et aussi, je tiens vraiment à remercier, comme j'ai dit tout à l'heure, le ministre de la Santé, le secrétaire général et le directeur général de la Santé, pour leur engagement vraiment pour la réussite de cette compétition. Ils ont mobilisé environ 200 personnels médicaux qui sont mobilisés H24. Et aussi, je salue ici la bonne coopération qui existe entre le secteur de la santé, le ministère de la Santé, le ministère de l'Emploi et du Sport et des Jeunesse et des Sports, excusez-moi, ministère de l'Emploi, des Jeunesse et des Sports, et aussi la bonne collaboration qui existe entre nous en tant qu'équipe médicale et le staff médical de la COCAN. C'est au niveau de la Fédération mauritanienne ici de football, il y a une équipe médicale là-bas. Donc je salue vraiment cette harmonie, cette collaboration parfaite qui pour le moment nous permet vraiment d'accompagner cet événement comme vraiment il se doit et comme voulait le président de la République. D'accord. Et vous avez oublié les médias, la communication. Non, mais bien sûr. On va se fâcher. Non, bien sûr. Je tiens à remercier, bien sûr, les médias, c'est parce que c'est grâce à vous qu'on se retrouve à côté de vous. Donc vous êtes vraiment remerciés. Et sans oublier aussi les forces de sécurité et l'ensemble vraiment du gouvernement mauritanien et des secteurs, quoi. Et la population, merci je souhaite beaucoup, aussi la réussite de notre équipe nationale. Docteur, donc je suppose que c'était votre dernier mot, les conseils que vous avez adressés tout à l'heure. Et ce numéro de votre émission Zoom sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, Dr Sidi Zahav, directeur général de la Santé au ministère de la Santé, Dr Moussa Abdellahi, président du comité sectoriel de la santé de coordination, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de cette émission, particulièrement Rabia Deida, Mamadou Gueye, Madani Dramé et le réalisateur Al-Shir Oul Abdellahi. Excellent moment avec la suite des programmes d'El Mauritania. Bonsoir à tous et à toutes et très vivement pour un nouveau numéro de Zoom sur.